Yes. Parfait. Eh ben, merci à vous de vous être connectés. Donc, moi, je suis le docteur Béatrice Garcin, neurologue et chef de l'unité troubles neurologiques fonctionnels à l'hôpital Avicenne. Et on vous présente aujourd'hui la première d'une série de webinars qu'on a proposé d'initier pour l'instant tous les 3 mois, le mardi de midi et demi à 13h30. Ces webinaires sont proposés en fait dans le cadre du réseau Créatif. Donc Créatif, c'est centre ressources d'évaluation et d'appui à la prise en charge des troubles somatiques dits inexpliqués ou fonctionnels. Et donc on a déjà prévu 2 autres dates qui restent encore à confirmer voilà, vous recevrez les informations. Hein. Donc prochaine date prévue en mai avec les syndromes somatiques fonctionnels. Notamment syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie et syndrome post-infectieux. Et puis la date d'après, en septembre, avec le modèle biopsychosocial des troubles somatiques fonctionnels. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler des troubles neurologiques fonctionnels, notamment de données d'épidémiologie et de sémiologie, en gros, comment on les diagnostique. Donc juste un petit rappel un peu plus large. Les troubles neurologiques fonctionnels, ça entre dans le cadre des troubles à symptomatologie somatique et apparentée, donc qui ont été recaractérisés dans le DSM dans sa version révisée en 2022. Et dans ce cadre-là, il y a 5 troubles. Les troubles à symptomatologie somatique, les troubles à symptomatologie neurologique fonctionnelle, la crainte excessive d'avoir une maladie ou hypochondrie, le trouble factice ou trouble factice imposé à autrui qu'on appelait avant le syndrome de Munchausen, et les facteurs psychologiques qui peuvent influencer d'autres affections médicales. Donc nous ici, dans ce contexte de webinar et dans le cadre de créatif, on est sur les 2 premiers troubles, troubles à symptomatologie somatique et troubles à symptomatologie neurologique fonctionnelle ou TNF. Donc, créatif et une organisation BIL-site avec le site à l'Hôtel-Dieu, à la PHP au centre de Paris, qui gère les troubles à symptomatologie somatique, et notre site à Avicenne qui s'occupe des troubles neurologiques fonctionnels. Et vous voyez que dans le DSM, ces 2 troubles sont distingués. Alors, je pense qu'on aura l'occasion, soit à l'occasion des questions, soit ultérieurement, de revenir sur est-ce que vraiment ce sont 2 troubles distincts ou non. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc, les troubles neurologiques fonctionnels, de quoi s'agit-il? Alors, on a l'habitude de les définir un peu par la négative. Ce sont des symptômes neurologiques qui ne sont pas expliqués par des lésions du système nerveux. En fait, si on veut aller un peu plus loin dans la définition, on peut dire que ce sont des symptômes neurologiques qui sont liés à une dysfonction de réseaux cérébraux potentiellement réversible, survenant chez des personnes ayant une vulnérabilité individuelle et pouvant être déclenchés par un facteur traumatique. Donc, je passe rapidement sur la terminologie. De nombreux termes ont été utilisés au cours du temps, dont des termes qui ont une connotation à la fois erronée sur le plan physiopathologique, mais aussi stigmatisante, tels que hystérie ou trouble de conversion, qui sous-entendait qu'il y avait la conversion d'un conflit intrapsychique en un symptôme, ce qui n'a pas été vraiment démontré. Aujourd'hui, 2 termes vraiment sortent et sont utilisés dans les classifications et dans la littérature, le terme de trouble neurologique fonctionnel que nous on utilise en priorité et le terme de trouble dissociatif qu'on retrouve dans la classification internationale des maladies. Alors, qu'est-ce qu'on sait de l'épidémiologie de ce trouble? Donc ça, ce sont les résultats d'une revue de la littérature qui va être publiée très prochainement, qui vient d'être acceptée dans la revue neurologique. Concomitamment, il y a une autre équipe qui a réalisé une revue assez comparable qui a été publiée l'année dernière. Globalement, les données épidémiologiques sont très pauvres. On a des données qui sont très hétérogènes, liées en fait au changement de terminologie, mais aussi au changement des critères diagnostiques au cours du temps, avec une méthodologie des articles peu robuste, des données qui sont parfois très anciennes. Donc, on a peu de données en gros. Mais si on résume, la prévalence du trouble neurologique fonctionnel est de au moins 1 pour 1000, avec une incidence qui est évaluée entre 10 et 20 pour 100 000, une prévalence entre 80 et 140 pour 100 000. Voilà. Donc, ce qui fait
autour de au moins 70 000 personnes en France. Alors, en pratique, au final, la fréquence de cette maladie pour notre pratique neurologique, en fait, ne fait aucun doute, puisqu'il s'agit du deuxième motif de consultation en neurologie après les céphalées. Et quand on regarde les patients orientés en neurologie, 15 à 30% d'entre eux ont des symptômes non expliqués qui, le plus souvent, entrent dans le cadre diagnostique des troubles neurologiques fonctionnels. Le délai entre le début des symptômes et le diagnostic est en moyenne autour de 6 à 7 ans. Et en termes de coûts pour la société, ça représente, et de coûts bien sûr humains, ça représente des chiffres considérables, hein, puisque le coût du retard diagnostique, donc évalué en Italie en 2021, était de 2 300 € par an, c'est-à-dire en fait les patients dépensent en moyenne 2 300 € par an de soins de santé à la recherche d'un diagnostic. Le coût annuel de la prise en charge d'un patient est également, donc là, évalué aux États-Unis, mais très élevé et surtout au moins aussi élevé que dans les autres maladies neurologiques, y compris maladies neurodégénératives telles que la sclérose latérale amyotrophique. Et enfin, donc ce sont des patients jeunes, on va y revenir, plus de la moitié d'entre eux ne travaillent pas à cause de leurs symptômes. Ça, c'était dans une cohorte de 500 patients. 60% des patients ayant un trouble neurologique fonctionnel sont en arrêt de travail ou en invalidité à cause de leurs symptômes. Et malgré ça, donc je crois que voilà, les données sont claires, hein, c'est un vrai problème de santé publique, mais malgré ça, les patients sont relativement rejetés. Les neurologues restent très mal à l'aise face à ce trouble. On n'a pas de recommandations de prise en charge, très peu d'essais thérapeutiques randomisés, globalement une cinquantaine, ce qui, en fait, au vu de la fréquence de la maladie, est vraiment ridicule. Et la réalité, c'est que nos patients sont renvoyés d'un médecin à l'autre, avec le neurologue qui souvent leur dit en fait il a rien, allez donc voir, vous n'avez rien, allez donc voir le psychiatre, et le psychiatre qui dit non mais il n'y a rien de psychiatrique, le neurologue a dû se tromper, allez donc voir un autre médecin. D'où ce terme de patient ping-pong, avec des témoignages de patients qui sont parfois vraiment effarants. Par exemple, là, chez cette patiente qui avait des crises fonctionnelles dissociatives prolongées, avec des crises de douleur au membre inférieur associées, la patiente nous a raconté, donc les pompiers m'ont transportée aux urgences en disant à leurs collègues qu'ils devaient encore ramener une folle. J'ai été contentionnée aux urgences, ils m'ont laissée dans un box en disant que la crise passerait plus vite si j'étais seule. Ce patient qui a un trouble neurologique fonctionnel moteur avec un déficit important, ayant occasionné plusieurs chutes avec trauma crânien, nous a raconté l'oncologue m'a dit de rendre le fauteuil roulant car je prenais la place de quelqu'un qui en avait réellement besoin. Et là, cette patiente qui a un TNF moteur, qui est en activité professionnelle, nous a dit avec ma médecin traitante, nous avons fait une demande d'invalidité centrée sur la dépression car le médecin expert a dit que je simulais et que le TNF n'est pas un diagnostic qu'il peut retenir. Alors pourquoi ce problème de prise en charge, ce manque de prise en charge, cette stigmatisation, pourquoi ce malaise de notre côté? Clairement, le problème principal, c'est le manque de formation. On connaît peu, on n'est pas formé. Et du coup, on ne sait pas très bien comment gérer ces patients et souvent, finalement, on les rejette. Et à force d'être rejetés, les patients eux-mêmes finissent par être méfiants vis-à-vis du corps médical. C'est vraiment un cercle vicieux, ce qui fait qu'ils finissent par être des patients difficiles à prendre en charge pour nous. Et puis, il y a un petit point à souligner, c'est que ce sont quand même des consultations longues. Les évaluations sont longues si on veut qu'elles soient bien faites. L'explication diagnostique est également longue, ce qui fait qu'en soi, ça n'est pas rentable, entre guillemets, pour le médecin ou le soignant qui le prend en charge. Alors, les bonnes nouvelles pour ça, c'est que depuis septembre 2025, il y a un nouveau chapitre dans le référentiel des étudiants en deuxième cycle d'études médicales. Donc, ce chapitre est le premier du référentiel
et on peut le trouver en fait libre, en accès libre en suivant le lien donc cen-neurologie.fr. Au niveau international, il y a également des avancées puisque la société internationale FND Society a été créée en 2019. Elle propose un congrès tous les 2 ans. Le prochain a lieu en juin 2026 à Baltimore. Cette société est aussi à l'initiative de plusieurs recommandations d'experts, notamment recommandations sur l'annonce diagnostique, sur la prise en charge en kiné, en ergo, en orthophonie. Alors, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, donc comment on diagnostique ces patients et qui sont ces patients? Donc, les données démographiques sont assez claires et assez reproduites dans toutes les études. Hein. Il y a une prédominance féminine nette avec 70 à 75% de femmes. Là, vous avez représenté les données de la plus grosse cohorte publiée de patients ayant des troubles moteurs fonctionnels, FMD-GAP, donc près de 5000 patients. En rouge, les femmes, en bleu, les hommes. Donc, on voit la prédominance féminine bien nette. Et l'âge de début moyen est autour de 40 ans dans les troubles moteurs. En dessous, vous avez représenté sur ce graphique la population des patients ayant été inclus dans l'essai thérapeutique randomisé CODES, donc qui évaluait la TCC dans les crises fonctionnelles dissociatives, chez près de 700 patients. Et vous voyez à nouveau une nette prédominance féminine et un âge de début un peu plus tôt, plutôt autour de 20 ans. Et c'est quelque chose qui commence à être identifié dans les troubles neurologiques fonctionnels. L'âge de début varie, enfin, en tout cas, la présentation clinique du trouble varie en fonction de l'âge de début. On aura plus de crises dissociatives, de dystonie, de déficit moteur chez les sujets jeunes, plus de troubles de la marche, syndrome parkinsonien chez les sujets plus âgés. Alors, comment se manifeste le trouble neurologique fonctionnel? Globalement, on a tendance à distinguer 2 grands groupes avec une proportion, une fréquence qui est à peu près 50-50. Donc, d'une part, les troubles moteurs, qui peuvent être un déficit, une parésie fonctionnelle ou des mouvements anormaux fonctionnels. Les 2 mouvements anormaux fonctionnels les plus fréquents étant la dystonie, donc posture anormale liée à une co-contraction de muscles agonistes et antagonistes, et tremblements fonctionnels. Donc, d'une part, les troubles moteurs, déficit ou mouvements anormaux, et d'autre part, les crises fonctionnelles dissociatives, qu'on appelait encore jusqu'à récemment les crises non épileptiques psychogènes, qui sont des crises qui vont ressembler à des crises d'épilepsie, mais qui sont liées à un mécanisme dissociatif et non un mécanisme épileptique. Et à ces 2 grands types de manifestations s'associent souvent des manifestations sensorielles, notamment une hypoesthésie ou un autre trouble sensoriel, et également d'autres types de manifestations telles que des troubles cognitifs fonctionnels, des vertiges fonctionnels, parfois des troubles de l'élocution fonctionnelle, etc. Donc, comment on fait le diagnostic? Eh bien, aujourd'hui, les critères que nous, en tout cas, on trouve les plus faciles à utiliser, ce sont les critères du DSM, donc des critères de la classification américaine des maladies psychiatriques, qui ont été révisés en 2022, avec 4 critères tous nécessaires pour le diagnostic. Donc, d'une part, il faut qu'il y ait une atteinte du mouvement volontaire ou d'une fonction sensorielle. Donc, une atteinte neurologique. Hein. Attention, tous les troubles somatiques fonctionnels ne sont pas un TNF. Les douleurs nociplastiques, les syndromes de fatigue chronique ne sont pas un TNF. On met vraiment à part le trouble neurologique fonctionnel. Donc, atteinte du mouvement volontaire ou d'une fonction sensorielle, pas mieux expliqué par une pathologie médicale ou mentale, donc pas mieux expliqué par une autre maladie, avec à l'examen clinique l'évidence d'une incompatibilité entre les symptômes et les affections neurologiques reconnues. Et il faut que ça ait un retentissement significatif. Tout picotement dans une partie du corps n'est pas non plus un TNF. Et je voudrais attirer votre attention sur ce 3e critère qui a été ajouté en 2013, qui est une forme un peu maladroite pour dire que le diagnostic de troubles neurologiques fonctionnels se fait sur des arguments cliniques positifs et notamment sur la présence de signes cliniques positifs. Alors cette sémiologie, elle est très riche.
Elle est bien décrite, mais elle est encore très peu connue, très peu enseignée. Il y a pourtant 37 signes décrits dans les troubles moteurs fonctionnels, 23 dans les crises fonctionnelles dissociatives. Donc, quelle est cette sémiologie? Alors, on n'aura pas le temps, là, aujourd'hui, de reprendre tous les signes décrits. Donc, je propose de vous montrer ce que moi, je considère le best-of des signes cliniques dans les troubles neurologiques fonctionnels, c'est-à-dire ceux que j'utilise le plus en pratique. Donc, tout d'abord, dans le cadre d'un déficit, on va observer un testing moteur évocateur avec 3 caractéristiques principales. Tout d'abord, un délai augmenté entre la consigne et la contraction musculaire. Donc, le patient va prendre plusieurs secondes avant de réussir à faire le mouvement que vous lui demandez. Ça s'associe souvent à un effort intense qui peut être associé à des grimaces, à des sueurs, qui est décrit parfois dans la littérature comme huffing and puffing. Donc, le patient va soupirer, montrer qu'il fait un effort, et souvent on voit que vraiment le patient est en difficulté. L'élément le plus important, c'est ce lâchage par à-coups. Donc le fait que lorsqu'on exerce un testing contre-résistance, le patient va avoir du mal à maintenir l'effort et le membre va lâcher par à-coups, que vous allez voir dans cette vidéo. Donc là, je teste donc la flexion de hanche, c'est surtout le psoas. Et vous voyez, j'exerce une pression continue et on voit que la jambe lâche par moment. Ça reflète en fait déjà l'inconsistance, donc le fait que le mouvement est parfois réalisé et parfois non. Deuxième signe, qui est un des signes les plus connus dans le cadre de la sémiologie des troubles neurologiques fonctionnels, c'est le signe de Hoover. Donc vous voyez, avec une spécificité qui a été évaluée à 99%, ce qui veut dire que si on retrouve ce signe, on a 1% de chance de se tromper et que donc le diagnostic est très robuste cliniquement. Donc le signe de Hoover, il met en évidence l'inconsistance à nouveau, et pour cela, on utilise en fait le détournement attentionnel. Donc, je vais vous montrer ça. Dans un premier temps, on teste l'extension de hanche, donc c'est surtout le grand fessier, et vous voyez dans cette vidéo que je pouvais soulever facilement la jambe du patient, donc il y a un déficit du grand fessier qui est pourtant un muscle très puissant et qui est normalement non déficitaire. Et puis, dans un deuxième temps, je vais faire une flexion forcée de hanche contralatéral. Et pendant que le patient se concentre sur cette flexion, j'observe que je n'arrive plus à soulever la jambe gauche. Donc, il y a une normalisation de l'extension de hanche lors de la flexion forcée contralatérale. L'intérêt de ce signe, en dehors donc de montrer la possibilité de normalisation du mouvement dans des situations plus automatiques, c'est qu'on peut vraiment l'expliquer au patient pendant le testing et lui faire prendre conscience de la possibilité de mouvement lorsqu'on détourne son attention. Toujours dans le contexte d'un déficit, certains signes vont plus refléter les attentes du patient, la prédiction, donc de prédiction motrice du patient. Notamment ce signe, la chute sans pronation. Donc, on va observer dans le déficit des membres supérieurs, on demande au patient de mettre les bras droits devant lui, paume vers le haut, fermer les yeux, et le membre déficitaire va chuter en bloc sans la pronation et la main creuse qu'on observe habituellement dans les autres maladies neurologiques, puisque les déficits au membre supérieur prédominent en général sur les muscles supinateurs et les muscles de la main. Là aussi, vous voyez une très bonne spécificité qui est évaluée à 96%, peut-être un peu surévaluée, il y a peu finalement de données et ça mériterait qu'on les réévalue. Il y a quelques marches qui ont été décrites, dont 2 qui ont été évaluées, à nouveau extrêmement spécifiques. Donc la première marche, c'est la marche avec le lâchage du genou, ou genou fléchi dans la littérature anglo-saxonne décrit comme knee buckling, donc avec une spécificité de 95%, qui est une marche qui est très peu écologique. Et la deuxième marche qui est décrite, c'est la marche avec la jambe traînante, que vous voyez donc dans cette vidéo. Donc une marche déficitaire, mais qui n'est pas
un fauchage, qui n'est pas un steppage, qui n'est pas une marche d'antinant. C'est vraiment le 4e type de marche déficitaire, la marche déficitaire fonctionnelle, donc marche avec la jambe traînante. Et là, vous voyez une spécificité de 100%. Vous voyez aussi que ça n'est pas une sémiologie récente, hein, c'était déjà décrit il y a près de 150 ans dans la nouvelle iconographie de la Salpêtrière. Il y a 2 autres marches qui sont écrites mais non validées. La marche robotique, donc, qui est difficile à décrire de manière systématique, mais on voit bien là cette perte de l'automatisme de la marche, avec une marche un peu comme un robot, et qui contraste par contre avec des capacités de génuflexion complètement préservées. Et vous voyez, la patiente elle-même est surprise de cette discordance. Et puis la dernière marche, c'est la marche qui est décrite comme marche sur la glace. Donc une marche extrêmement précautionneuse qui s'associe souvent à de grandes oscillations du tronc, alors que le polygone de sensation, lui, n'est pas élargi, vraiment comme si le patient était sur une plaque de verglas. Alors la vidéo saute un peu malheureusement, mais voilà, donc 4 types de marches très évocateurs. Qu'il y ait ou non une plainte sensitive, il est vraiment important de tester la sensibilité, car on retrouve très souvent un déficit sensitif délimité au milieu du corps, y compris chez des patients qui n'ont pas de plainte motrice, pas de plainte sensitive, qui viennent pour des troubles cognitifs ou qui viennent pour des crises fonctionnelles dissociatives. Donc la sensibilité, c'est vraiment très rentable, avec une caractéristique vraiment typique, qui est la délimitation au milieu du corps. Si vous vous souvenez un peu de votre neuroanatomie, vous devez vous souvenir que le milieu du corps, en fait, est innervé par les 2 hémisphères, et donc on n'observe pas cette délimitation nette chez les patients ayant une lésion du système, enfin une lésion neurologique. Et cette délimitation est très caractéristique du trouble neurologique fonctionnel, avec typiquement une atteinte à tous les modes sensitifs du même côté que le côté qui souffre d'un déficit moteur, donc touchant le tact, la vibration, la sensibilité thermoalgique. Donc on n'est pas non plus dans le cadre d'une atteinte sensitive dissociée, comme on le verrait dans une lésion de l'hémimoelle. Et ce déficit sensitif s'associe souvent à une atteinte de la palesthésie, avec une palesthésie qui est perçue que du côté sain lorsqu'on applique le diapason sur le milieu du corps, le sternum ou le crâne. Dans le cadre des mouvements anormaux, on va avoir une caractéristique vraiment clé, qui est la distractibilité, donc la disparition du mouvement anormal lorsqu'on détourne l'attention du patient vers une tâche motrice ou cognitive. Ça marche très bien avec les tâches motrices. Et on peut avoir, notamment dans le cadre du tremblement, un effet d'entraînement, donc le fait qu'on peut modifier la fréquence du tremblement en demandant au patient de battre la mesure. Donc, ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc là, on voit la distractibilité, hein, le tremblement du membre supérieur droit qui disparaît quand le patient fait une tâche motrice. Et puis là, maintenant, vous voyez que je vais essayer de voir si je peux entraîner le tremblement. Et donc, on voit que la main droite se met à bouger à la même fréquence. Alors, le patient a du mal à suivre la consigne, ce qui est souvent le cas dans les troubles moteurs fonctionnels. Et vous voyez là que j'arrive à entraîner son tremblement. Voilà, donc l'effet d'entraînement et la distractibilité, ce sont 2 caractéristiques qui sont également très spécifiques. Il n'y a pas d'autres tremblements qui changent de fréquence. Attention, on peut avoir un tremblement fonctionnel et un autre tremblement, donc il peut y avoir une part entraînable et une part non entraînable. Voilà, et puis vous voyez dans cette vidéo que le trouble neurologique fonctionnel, ça peut toucher des hommes d'un certain âge, donc ça n'est pas limité aux femmes jeunes. La distractibilité, l'effet d'entraînement, on peut aussi le mettre en évidence dans les tremblements des membres inférieurs, donc comme c'est le cas dans cette vidéo. Vous voyez un patient qui a un tremblement
des membres inférieurs, donc qui est très entraînable. Et vous voyez que là, j'en profite pour lui expliquer. Donc, je vous ai dit les deux principaux types de troubles de mouvements anormaux fonctionnels, c'est le tremblement et la dystonie. Donc, dans le cadre de la dystonie, on peut être en difficulté pour mettre en évidence des signes positifs. Les caractéristiques qui sont en faveur d'une dystonie fonctionnelle, ça va être le fait que la dystonie est de début brutal, est fixée, donc non mobile, c'est-à-dire qu'il est très difficile, par exemple, d'ouvrir le poing du patient, et s'associe à des douleurs. Et puis surtout, en fait, ce qui va nous aider, c'est la présence de signes positifs, notamment sensitifs ou d'autres, ou d'un déficit avec un lâchage par à-coup qui va apporter des arguments supplémentaires. C'est quand même la situation dans laquelle on est le plus souvent en doute. Et donc, il arrive qu'on soit vraiment en difficulté pour avoir un diagnostic de certitude dans le cadre des dystonies fonctionnelles. Typiquement, la dystonie fonctionnelle va être en point fermé avec le pouce en dehors du poing au membre supérieur et posture en varus équin au membre inférieur. Ensuite, il est intéressant de regarder l'oculomotricité et notamment pour rechercher deux éléments. D'une part, la présence d'une gêne oculomotrice qui survient typiquement du côté déficitaire. Donc ça, c'est encore peu décrit, mais on l'a évalué systématiquement et on la retrouve chez près de la moitié des patients déficitaires. Et d'autre part, la possibilité d'un spasme de convergence, donc qui a été décrit assez récemment en 2013 et qui est, semble-t-il, donc très évocateur du diagnostic de TNF. Donc, dans ce cas-là, c'est une jeune femme de 35 ans qui a présenté un syndrome grippal en décembre 2020, donc possible Covid. À l'époque, on ne faisait pas de PCR systématique. Puis, au décours, apparition d'une fatigabilité à l'effort, d'une diplopie persistant au long cours. Au testing, on a un effort tremblé, un lâchage par à-coup, un signe de Hoover positif. Et à l'oculomotricité, ce qu'on peut voir, c'est donc que l'œil gauche reste en dedans, en adduction, pendant que l'œil droit reprend sa posture normale. C'est ce qu'on appelle un spasme de convergence. Et dans cette situation, la patiente voit double. Et donc ce spasme de convergence, notamment lorsqu'il est déclenché par l'oculomotricité, est très évocateur d'un trouble neurologique fonctionnel. Enfin, dans le cadre des crises fonctionnelles dissociatives, il y a aussi une sémiologie. Alors, je vais passer un peu plus rapidement sur cette sémiologie, mais on a des signes qui sont très spécifiques, notamment la durée de la crise lorsqu'elle est de plus de 2 minutes. Bien sûr, quand on n'est pas dans le cadre d'un état de mal épileptique. La présence de fluctuations dans la sévérité avec des patients qui vont avoir des mouvements tonico-cloniques, enfin d'allure tonico-clonique, puis ça s'arrête et puis ça reprend. Donc cette fluctuation qui est décrite comme waxing and waning dans la littérature anglo-saxonne, donc c'est également extrêmement spécifique. La fermeture des yeux pendant la crise et encore plus la résistance à l'ouverture des yeux et la présence de mouvements du bassin qui sont décrits également comme très spécifiques des crises dissociatives. Les pleurs pendant la crise sont très en faveur du diagnostic de crise fonctionnelle dissociative. A contrario, la présence de cris pendant la crise est très évocatrice d'une épilepsie. Et puis, pour finir sur cette sémiologie, je voulais vous montrer aussi les troubles de la parole qu'on peut observer avec globalement 3 grands cadres. D'une part, le bégaiement fonctionnel, qui va être typiquement un bégaiement qui débute à l'âge adulte chez un patient qui n'était pas bègue. Mince. Donc, par rapport à un bégaiement développemental, alors c'est assez proche quand même hein, au niveau de la sémiologie, mais le bégaiement va toucher toutes les syllabes dans une phrase et pas spécifiquement le début des phrases. Un deuxième trouble de l'élocution qu'on peut observer qui est plus rare, c'est le syndrome de l'accent étranger.
Nous n'entendons pas. Ah, zut! Alors, si vous n'entendez pas, je vais passer parce que c'est pas la peine. Je pensais avoir mis le son, je suis désolée. Euh, je suis désolée. Dans ce cas, on va passer. Donc, c'est pas grave, je vais le décrire. Donc, le syndrome de l'accent étranger, c'est une modification de la prosodie avec vraiment un accent étranger qui s'associe souvent à des erreurs grammaticales. Qui débute aussi à l'âge adulte. Donc chez cette patiente-là que je voulais vous montrer, c'est une dame qui a développé ce syndrome de l'accent étranger après un Covid pour lequel elle a été hospitalisée, qui n'était pas un Covid très grave, mais voilà, et qui est apparu en même temps qu'un déficit moteur, un trouble de la marche. Donc à l'examen clinique, elle a une sémiologie assez riche de troubles neurologiques fonctionnels. Et cette difficulté d'élocution qui est particulièrement intrigante parce que ses symptômes sont fluctuants et le matin, quand elle est en forme, elle n'a pas d'accent et son accent apparaît au cours de la journée. Et puis enfin, dernière difficulté d'élocution qu'on peut observer, ce sont les dysphonies. Dysphonie et aphonie. Donc, typiquement, dans la dysphonie fonctionnelle, on va avoir plutôt des cordes vocales qui vont être en abduction, donc avec une aphonie ou une voix chuchotée. Et le diagnostic différentiel principal, bien sûr, ça va être la dystonie des cordes vocales, qui peut être aussi difficile à mettre en évidence. Alors, pour en savoir plus, je vous invite, si ça vous intéresse, à consulter cet ouvrage. Donc, c'est un article qui a été publié en 2022 dans le BMJ, qui comporte en fait 4 pages de tableau récapitulatif avec tous les signes cliniques décrits dans les troubles moteurs et les crises dissociatives. Donc, ça reste limité à ces deux grands cadres. Avec donc le nom du signe, comment il faut le tester, dans quelle population ça a été validé, la référence de l'article. Donc, vous voyez, un article vraiment de synthèse très pratique. Et puis, si ça vous intéresse, moi, j'ai mis en place une checklist de signes que je trouve les plus utiles, qu'on utilise maintenant un peu systématiquement chez nous et qui est aussi utile pour les internes quand ils découvrent cette sémiologie. Donc, à la fin de mon topo, vous aurez un QR code qui vous donnera accès à tout un ensemble de documentation, dont cette checklist que vous pourrez récupérer à cette occasion. Donc, rapidement, est-ce qu'il faut prescrire des examens complémentaires? C'était surtout l'occasion de faire un petit point sur les comorbidités. On sait qu'avoir une maladie neurologique autre est un facteur de risque de développer un trouble neurologique fonctionnel. Et quand on prend une cohorte de patients lambda en neurologie, donc là c'était 2467 patients vus à Édimbourg, en Écosse, ayant un trouble neurologique, eh bien 12% de ces patients avaient un co-diagnostic de trouble neurologique fonctionnel. Donc en gros, on va dire 10 à 15% des patients en neurologie ont une surcharge fonctionnelle. Globalement, ça, c'est assez identifié dans certaines maladies. On sait par exemple que en épileptologie, 10% des patients ayant une épilepsie ont aussi des crises dissociatives et 20% des patients qui ont des crises dissociatives ont aussi de l'épilepsie. Dans le Parkinson, ça a été pas mal évalué dernièrement et on sait que 10 à 12% des patients ayant une synucléopathie ont aussi un trouble neurologique fonctionnel qui se manifeste le plus souvent du même côté que le côté le plus atteint par la maladie de Parkinson, avec une sémiologie proche, et donc typiquement un tremblement fonctionnel qui va débuter dans plus de la moitié des cas avant les premières manifestations de la maladie de Parkinson. Donc, ça soulève vraiment la possibilité de mécanismes physiopathologiques communs et un des mécanismes qui peut expliquer cette comorbidité, c'est l'impact de l'attention. Puisque quand on a une maladie neurologique, on va prêter attention à son membre atteint et ça peut favoriser l'apparition de ce qu'on appelle une surcharge fonctionnelle. Tout ça pour vous dire que un train peut en cacher un autre et donc il faut rester bien sûr systématique. Et chez un patient qui se présente avec un déficit moteur ou sensitif ayant toutes les caractéristiques d'un TNF, on va quand même systématiquement faire une imagerie minimum pour s'assurer de l'absence de comorbidité.
Même chose pour les crises dissociatives, où on va essayer, si possible, d'avoir un EEG pair critique pour documenter l'aspect non épileptique des crises. Voilà. Donc, rapidement, on va faire un minimum d'examens complémentaires. On ne va pas ne rien faire, même si la sémiologie est très spécifique pour éliminer une comorbidité. Ce problème se pose rarement, puisqu'en général, les patients arrivent avec déjà beaucoup d'examens complémentaires, mais il faut quand même garder en tête qu'on fera, si on voit un patient de nouveau, on fera un minimum d'exploration pour éliminer une comorbidité. Un dernier petit mot sur le réseau TNF France. Donc, c'est un réseau qu'on a créé en 2018 avec deux collègues, Coraline Ingray et Guillaume Carle, que vous voyez sur cette photo. Et on a créé à peu près en même temps une section dans une association, l'AFPBN, qui vise vraiment à développer les projets autour des TNF en France. Via le QR code que vous voyez apparaître aujourd'hui, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire au réseau TNF France. Vous avez la possibilité de vous inscrire uniquement à la liste de diffusion pour recevoir les newsletters du réseau. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous inscrire sur l'annuaire. C'est un annuaire qui est fermé, accessible uniquement aux membres du réseau inscrits donc dans l'annuaire. Je rappelle, c'est un réseau de professionnels qui n'est pas ouvert aux patients. Et qui peut permettre, si vous souhaitez, qu'on vous adresse des patients ayant un trouble neurologique fonctionnel. Donc, l'objectif du réseau, c'est d'améliorer la formation professionnelle sur les TNF, de partager des informations clés via la newsletter, de promouvoir des initiatives cliniques locales et nationales, de favoriser le maillage territorial. On a aussi pour projet de réaliser des études scientifiques et notamment une étude épidémiologique et bien sûr de communiquer auprès du grand public. Je vous remercie de votre attention. Donc, le petit QR code là pour plus de documentation, dont la checklist clinique, mais aussi tout un tas de ressources et notamment d'informations, de documents d'information pour les médecins, pour les kinés. Et puis, donc, dernière petite information, donc du 13 au 16 juin aura lieu le congrès de la FND Society à Baltimore aux États-Unis. Et en avril 2026, nous avons le congrès français, les JNLF. Au cours de ce congrès, il y aura 5 sessions dédiées aux troubles neurologiques fonctionnels. Donc, je vais départager l'écran pour... Est-ce que c'est... Voilà. Pour ouvrir aux questions. Donc aujourd'hui, on s'est concentré sur la sémiologie. Il y aura d'autres webinaires où on pourra aborder plus en détail la prise en charge de ces patients, ce qu'on propose dans l'unité, les structures qui existent en France, etc. Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation, c'était top. J'ai juste une petite question moi, par rapport au signe de Hoover pour les membres supérieurs, savoir en pratique comment vous le testez. Oui, alors effectivement, donc j'ai pas détaillé toute la sémio. Il y a un équivalent qui est décrit au monde supérieur. En fait, au monde supérieur, c'est un peu plus difficile. L'équivalent Hoover au membre supérieur, en fait, c'est, donc, admettons, le patient a un déficit au membre supérieur droit. On va fléchir contre-résistance, on va lui demander de fléchir contre-résistance le membre supérieur gauche et évaluer si, pendant cette flexion, il y a une extension automatique contralatérale et vice-versa. Ce qui est un peu surprenant, on ne l'a pas encore bien évalué systématiquement, on va le faire dans notre prochaine cohorte, parce qu'on a remarqué que certains patients vont avoir ce signe de Hoover au membre supérieur et donc vont bien répondre à la manœuvre, et d'autres vont en fait avoir un testing qui s'améliore en même enfin, je sais pas comment dire, de manière plus syncinétique, c'est-à-dire quand on demande de fléchir le membre supérieur gauche contre résistance, on observe une flexion automatique du membre supérieur droit. Je ne sais pas si c'est clair. Au final, Oui. moi, je l'utilise peu, ce signe, pour le diagnostic positif parce que je le trouve assez difficile à mettre en évidence. Et donc, d'où cette proposition voilà, qu'on va faire de l'évaluer systématiquement
dans notre cohorte, on va faire une cohorte de 4 à 600 patients ayant un TNF qui nous permettra, entre autres, de mieux documenter la valeur diagnostique de la sémiologie des TNF. Ok, merci beaucoup. Et puis, il y a un autre signe au membre supérieur que je ne vous ai pas décrit là, qui est le signe de l'abduction de l'auriculaire. Donc, c'est un patient qui a un déficit complet du membre supérieur. On peut lui demander au patient de faire d'écarter les doigts longtemps, et en fait, on va observer des mouvements syncinétiques du côté déficitaire. Que c'est un signe qui peut être intéressant, mais qui n'a une valeur, à mon sens, que chez les patients qui ont un déficit moteur très important, voire complet au membre supérieur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur la sémiologie, sur d'autres aspects. Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir arrêter le webinaire qui a été enregistré,